Du café qui nous réveille chaque matin au gâteau des grandes occasions, un ingrédient discret mais puissant a façonné toute une civilisation culinaire. Mais ce n'est pas qu'un simple condiment, c'est le sucre, le carburant blanc de l'économie mondiale, une industrie colossale produisant plus de 180 millions de tonnes chaque année. Aujourd'hui, nous entamons un voyage fascinant à la découverte de cette immense chaîne d'approvisionnement en commençant par le royaume de la canne à sucre. Plongeons au cœur de la chaîne, là où les cannes à sucre se dressent sous le soleil tropical du Brésil. Dans l'état de São Paulo, cœur battant de l'industrie sucrière brésilienne, une véritable révolution a eu lieu. Les images des champs brûlés avant la récolte pour enlever les feuilles ont presque disparu conformément aux engagements stricts du protocole agro- et environnemental visant à interdire les brûlis. À leur place, des machines de récolte modernes dominent le paysage. Elles avancent sur les rangées droites de cannes, accomplissant deux tâches à la fois. Une lame coupe précisément à ras du sol pour permettre la repousse, tandis qu'un autre système sépare sur place les feuilles et les extrémités, restituant au sol un précieux paillis organique. Mais comment fonctionnent réellement ces machines mangeuses de canne? Dans la cabine d'une Case IH Ostoft 8800 ou d'une John Deere CH 570, l'opérateur pilote une véritable usine mobile. La machine peut engloutir entre 80 et 120 tonnes de canne à l'heure. Une fois coupée, la tige entre dans la machine où de puissants ventilateurs soufflent les feuilles restantes. Les tiges propres sont ensuite transférées par tapis roulant vers une benne de camion roulant parallèlement dans une chorégraphie mécanique parfaitement synchronisée. À partir de là, c'est une course contre la montre. Les convois doivent livrer la canne à l'usine dans la fenêtre dorée de quelques heures afin de préserver sa teneur en sucre. À l'usine, une véritable symphonie industrielle commence. Les premières cannes sont lavées à l'eau sous pression, puis hachées par des lames acérées. Elles sont ensuite broyées par une série d'immenses rouleaux extracteurs afin d'en tirer le jus brut. Ce jus est clarifié à l'achat pour en éliminer les impuretés. Vient ensuite l'évaporation multi-effet qui concentre la solution diluée en un sirop épais. C'est là que la magie opère. De minuscules cristaux sont ajoutés et dans les cuves de cristallisation sous vide, les cristaux de sucre se forment et grossissent. Enfin, le mélange est centrifugé à grande vitesse pour séparer la mélasse des cristaux avant d'être séché et emballé. Mais l'histoire de la canne ne s'arrête pas aux cristaux. Le résidu fibreux après extraction, appelé bagasse, est une ressource précieuse. Dans l'économie circulaire brésilienne, la bagasse est une biomasse majeure. Une grande partie est brûlée directement dans les chaudières des usines, alimentant les turbines pour produire chaleur et électricité, couvrant leurs propres besoins et même permettant de revendre le surplus au réseau national. Une autre partie, grâce à sa texture fibreuse, est transformée dans des usines spécialisées en poudre, puis moulée sous haute pression et température pour fabriquer assiettes, gobelets et emballages alimentaires. Ces produits sont une excellente alternative au plastique, bien qu'ils nécessitent un compostage industriel pour se dégrader rapidement. Taille. Pendant ce temps-là, dans l'hémisphère nord, la douceur vient d'un modeste tubercule souterrain récolté par des machines tout aussi impressionnantes. Dans les champs de betteraves à sucre en Europe, les monstres mécaniques rouges de Ropa ou bleus de Holmer sont des visions familières. Un Ropa Tiger peut traiter 6, 8 voire 12 rangs de betteraves à la fois. Cette machine multifonction accomplit une série d'opérations. La tête coupe les feuilles, les lames arrière arrachent les racines, un système de tamis élimine les cailloux et un long tapis transporte les betteraves propres vers un camion en attente. Depuis les champs, les betteraves sont acheminées vers l'usine où commence l'extraction du saccharose à partir des lamelles appelées cossettes. Après un lavage minutieux, elles sont découpées en fines tranches froissées pour maximiser la surface. Ces tranches sont ensuite immergées dans une tour de diffusion remplie d'eau chaude à 70 degrés environ où le sucre se dissout lentement. Le jus brut est également clarifié à l'achat, avec en plus une injection de dioxyde de carbone pour neutraliser l'excès de chat. Après filtration sous pression, évaporation sous vide, cristallisation, centrifugation et séchage, on obtient des cristaux de sucre blanc chimiquement identiques à ceux de la canne.
Mais en Europe, les règles du jeu agricole évoluent rapidement. Un choc réglementaire a eu lieu le 19 janvier 2023 lorsque la Cour de justice de l'Union européenne a interdit les dérogations d'urgence pour les semences enrobées de néonicotinoïdes. Cette décision a eu un impact direct et massif. En France, l'un des principaux producteurs de betteraves, le gouvernement n'a pas pu renouveler les autorisations pour ces semences, plaçant les agriculteurs dans une situation délicate et suscitant de fortes inquiétudes quant à la réduction des surfaces cultivées et à l'augmentation des risques liés à la jaunisse virale, une maladie pouvant gravement affecter les rendements. Dans ce contexte complexe, la dynamique du marché mondial du sucre est principalement dirigée par deux géants, le Brésil et l'Inde. Un aperçu rapide des données du ministère américain de l'Agriculture révèle une hiérarchie claire. En matière de production, le Brésil et l'Inde sont en tête, suivis par l'Union européenne et la Thaïlande. Côté consommation, la tendance est similaire, avec l'Inde, l'UE, la Chine et le Brésil comme principaux marchés. Toute variation de production ou changement de politique dans ces quatre régions peuvent provoquer des vagues de fluctuations des prix à l'échelle mondiale. La politique de l'Inde, en particulier, reste une inconnue surveillée de près par les marchés. Après avoir restreint les exportations pour sécuriser l'approvisionnement intérieur et contrôler les prix alimentaires, les signes d'un possible assouplissement des quotas pour la campagne 2025-2026 exercent une pression à la baisse nette sur les marchés à terme. L'évolution du contrat sucre brut 11 reflète directement ces attentes et incertitudes. Chaque décision de New Delhi peut bouleverser l'équilibre mondial de l'offre et de la demande en un temps record. Au cœur de ces fluctuations politiques et commerciales, une tendance gagne en importance, le sucre bas carbone. Ce n'est plus un simple concept, mais une norme certifiée. L'organisation Bonsucro est en tête de file pour certifier les producteurs respectant des critères stricts de réduction des gaz à effet de serre, d'économie d'eau et de respect des droits des travailleurs. De grands groupes comme Associated British Foods, maison mère de British Sugar, se sont engagés dans des objectifs scientifiques SBTi pour réduire leur empreinte carbone. Des entreprises comme Tereos en France proposent même des offres climatiques, fournissant un sucre durablement certifié répondant à la demande croissante des consommateurs sensibles à l'environnement. En dehors du sucre cristallisé, la douceur naturelle des fruits représente également une industrie gigantesque. Dans les vergers d'agrumes de Californie et de Floride, les méthodes de culture allient savoir-faire traditionnel et technologie de pointe. Le greffage reste une base essentielle, permettant de combiner un système raciné robuste à une variété fruitière de haute qualité. L'irrigation goutte à goutte apporte eau et nutriments avec précision à chaque arbre. Des tailleuses mécaniques sculptent les hautpieds pour optimiser la captation de lumière. Cependant, cette industrie fait face à un risque biologique majeur, le HLB ou greening, une maladie bactérienne transmise par des insectes qui peut gravement nuire à la quantité et à la qualité des fruits. À l'approche de la récolte, deux méthodes principales sont utilisées. Pour les fruits destinés à la consommation fraîche, la cueillette manuelle reste la norme. Des ouvriers qualifiés cueillent chaque fruit avec soin pour éviter les meurtrissures et garantir une qualité optimale. Mais dans les grandes exploitations destinées à l'industrie du jus, les machines ont pris le relais. Des secoureurs de haut-pied, canopy shakers, ou de tronc, trunk shakers, saisissent l'arbre et le secouent avec force, faisant tomber en quelques secondes des centaines de fruits mûrs sur des bâches collectrices. Une solution extrêmement efficace en cost et en temps. Depuis les grands bacs de récolte à la ferme, commence le voyage vers la bouteille de jus. À l'usine, les premières oranges passent par un système de lavage et de tri optique. Des caméras à grande vitesse scannent les fruits pour écarter ceux qui ne répondent pas aux critères. Ensuite, ils sont dirigés vers des presses qui séparent le jus, la pulpe et les pépins. Le jus frais est ensuite filtré pour éliminer les particules et fibres résiduelles, puis pasteurisé à haute température pendant une courte durée pour éliminer les bactéries tout en préservant les arômes. Enfin, le jus est conditionné dans des bouteilles ou des cartons dans un environnement totalement stérile, prêt à être distribué. Dans les régions désertiques arides de Californie, du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, un fruit précieux surnommé l'or du désert est récolté, la datte. La culture et l'entretien du palmier dattier relèvent d'un véritable savoir-faire. L'arbre nécessite un arrosage régulier, des apports d'engrais périodiques et l'élagage des palmes âgées pour concentrer l'énergie sur les fruits.
Le contrôle des ravageurs se fait souvent à l'aide de pulvérisateurs à haute pression permettant d'atteindre les sommets des arbres. L'une des étapes les plus uniques et cruciales de la culture des dattes est la pollinisation. Les agriculteurs doivent recueillir le pollen des fleurs mâles et l'appliquer manuellement à chaque grappe de fleurs femelles. Environ 2 mois avant la récolte, une autre opération essentielle est réalisée, l'enveloppement des grappes. Cette protection contre les oiseaux, les insectes et les conditions climatiques extrêmes garantit une qualité et une couleur uniformes. Grimper au sommet des palmiers, qui peuvent atteindre plusieurs dizaines de mètres, pour récolter les fruits à la main reste une tâche périlleuse. Aujourd'hui, la technologie a apporté des solutions bien plus sûres. Des plateformes élevatrices ou des bras mécaniques permettent aux ouvriers d'accéder aux grappes de manière stable et sécurisée. Dans certaines zones, des expérimentations sont en cours avec des secours de tronc semblables à ceux utilisés pour les agrumes pour automatiser la récolte. Une fois descendues, les grappes de dattes sont acheminées vers l'usine. Là, elles sont lavées, certaines installations utilisent même des technologies à ultrasons pour améliorer l'efficacité du nettoyage. Le tri est ensuite effectué à la fois par des systèmes optiques et manuellement pour ne conserver que les fruits de qualité supérieure. Ceux-ci sont ensuite séchés dans des fours à température et humidité contrôlée avec précision. Enfin, pour préserver leur fraîcheur et leur qualité nutritionnelle durant l'exportation, les meilleures dattes sont conditionnées sous vide. L'avenir de l'agriculture en général et de l'industrie sucrière en particulier est aujourd'hui façonné par la technologie. Les drones ou UAV ne se contentent plus de prendre des images aériennes. Ils sont désormais équipés de capteurs multispectraux permettant de cartographier l'état de santé des cultures. En analysant les modèles de surface numérique, DSM, et la hauteur des houppiers de canne, des algorithmes peuvent estimer les rendements avec une précision exceptionnelle. Une étude de 2024 a démontré que la corrélation entre les données UAV et les rendements réels atteignait un coefficient R carré de 0,95, un score quasi parfait. Au sol, la vision par ordinateur est en train de révolutionner la protection des plantes. Le système See & Spray est un exemple marquant. Plutôt que de pulvériser des pesticides sur tout un champ, des capteurs et caméras détectent les mauvaises herbes ou signes de maladie et n'appliquent les produits que là où c'est nécessaire. Cette technologie réduit considérablement l'usage de produits phytosanitaires, diminue les coûts et protège l'environnement. Elle est déjà utilisée dans de nombreuses cultures, canne à sucre, betteraves, mais aussi vergers spécialisés. Même les imposantes machines de récolte deviennent de plus en plus intelligentes. Les dernières générations de récolteuses de canne à sucre de Case IH ou John Deere sont non seulement plus puissantes, mais aussi équipées de capteurs et de systèmes de télémétrie sophistiqués. Elles collectent en temps réel des données sur les rendements, la consommation de carburant et l'état des équipements, permettant aux gestionnaires agricoles d'optimiser leurs opérations. De même, les machines à betteraves de Ropa ou Holmer intègrent des systèmes de gestion de données, transformant chaque passage au champ en une session précieuse de collecte d'informations. Dans les vergers, l'idée de robots cueilleurs devient réalité. La société israélienne Tevel a développé des robots volants, Flying Pickers, capables de repérer les fruits mûrs grâce à l'IA et de les cueillir délicatement avec un bras muni d'un système d'aspiration. Bien que leur application à grande échelle dans les vergers d'agrumes soit encore en phase de test, cette innovation illustre une tendance irréversible vers l'automatisation des tâches agricoles les plus minutieuses. Toutes ces technologies de pointe visent un objectif commun, augmenter la productivité et réduire les coûts. Mais elles font face à une incertitude majeure, le climat. Des phénomènes extrêmes comme El Niño, les sécheresses prolongées ou les tempêtes tropicoles impactent directement les rendements agricoles mondiaux. En Floride, le secteur des agrumes subit les effets combinés des ouragans de plus en plus puissants et de la propagation du HLB. La production reste instable et selon les données du département de l'agriculture des États-Unis, les perspectives demeurent fragiles. De même, les rendements de la canne à sucre et de la betterave dépendent fortement des précipitations et des températures au fil des saisons.
Au-delà du climat, la politique énergétique joue également un rôle déterminant. En Inde, le gouvernement régule fréquemment l'allocation de la canne et de la mélasse entre les usines de production d'éthanol. Chaque modification de cette politique, en faveur du biocarburant ou du sucre, impacte immédiatement l'équilibre de l'offre intérieure et les prix sur le marché mondial. La flexibilité de la politique indienne, combinée au rôle du Brésil dans les marchés du sucre et de l'éthanol, forme un réseau complexe qui rend les prix du sucre particulièrement sensibles aux décisions politiques. Alors, à quoi ressemblera l'avenir de la planète sucre en 2030 ? La tendance est claire, l'énergie issue de la bagasse, comme au Brésil, continuera d'être un pilier central, transformant les sucreries en pôles de production d'énergie verte. Les produits à valeur ajoutée issus des sous-produits, comme les emballages en fibres compressées, remplaceront progressivement le plastique, ouvrant de nouvelles sources de revenus. Les certifications de durabilité telles que Bonsucro ou les engagements climatiques comme SBTi ne seront plus une option mais une exigence du marché. Les prix, quant à eux, dépendront toujours fortement des politiques indiennes et brésiliennes ainsi que des aléas climatiques. En fin de compte, un minuscule grain de sucre nous raconte une multitude d'histoires, celle de la technologie, du climat, des politiques mondiales et bien sûr de la culture culinaire qui unit l'humanité depuis des siècles. Comprendre son parcours complexe, c'est mieux comprendre le monde interconnecté dans lequel nous vivons. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin de cette vidéo. À bientôt dans les prochaines.